Watukufu, Timoezine, madame, monsieur, bonsoir. Merci de terminer cette semaine avec nous. Ce soir, une édition du journal un peu spéciale, Actualité sociale oblige. Nous laissons la parole à nos invités et Lanziz Amidou, secrétaire général du syndicat Force ouvrière, nous fera le point sur la situation des employés de Panima qui poursuivent leur mouvement de grève. Dans l'actualité également, l'information selon laquelle le grand cadi de Mayotte implore Dieu pour que Marine Le Pen soit élue présidente de la République en 2017 fait débat dans la communauté religieuse, mais aussi auprès de la population. Ce soir, la rédaction accueille Elma Mouni Nassur, président de l'Oukouma, et lui, en tant qu'ancien représentant des cadis, ne voit pas ces récents événements d'un bon œil. Explication. Dans ce journal, dans l'actualité toujours, la Ligue de l'enseignement, en partenariat avec le Conseil départemental de Mayotte, organise l'installation de l'Assemblée départementale des jeunes de Mayotte. Ce samedi, en quoi cela consiste-t-il? Quel est le rôle de cette assemblée? Élément de réponse avec notre invité en fin de cette édition. Nous sommes le vendredi 2 décembre, il est 19h, voici les titres. La grève à Panima entraîne une véritable crise dans les établissements scolaires du département. En effet, les élèves ne sont plus fournis en collation et le vice-rectorat a dû mettre en place dans le second degré des solutions d'urgence, notamment se fournissant chez d'autres prestataires et en activant les fonds sociaux de l'institution. Néanmoins, cette crise remet en question le fonctionnement même de la restauration scolaire à Mayotte. Et en ce sens, le vice-rectorat possède un projet de cantine centrale qui devrait, à l'avenir, fournir l'ensemble des établissements de l'île. Le point en ouverture de votre journal. Cela fait 2 mois et demi qu'une étude du comportement des automobilistes sur la route nationale est menée par l'ADEAL. Les conclusions ont été rendues publiques ce matin et il s'avère que les embouteillages sont dus à 3 facteurs. Le nombre trop important de véhicules sur les routes, les infrastructures, mais également les mauvais comportements des usagers de la route. Un tiers du trafic pourrait ainsi être fluidifié si les conducteurs respectaient les règles de bon sens. Zoom sur les moyens de diminuer les embouteillages au cours de cette édition. La 4e opération de nettoyage de la ville a eu lieu ce matin, alors que le 25 et le 26 novembre, l'action s'était déroulée dans les quartiers de Mtsapere, Doujani, Passamenti, Tsunzu 1 et 2 et Vaïbé. C'est aujourd'hui et demain au tour des quartiers de Kaweni, Mamoudzou Centre et Cavani de Ferpont-Neuve. Agents communaux, établissements scolaires, centres de formation, nombreux sont ceux à s'être mobilisés pour améliorer notre cadre de vie commun. Quant à demain, un appel est lancé aux citoyens, associations et entreprises afin de faire de même. Reportage à la fin de cette édition. La grève au sein de la société Panima se poursuit et après plus d'une semaine et demie de conflit, aucune issue ne semble sur le point d'être trouvée. Dans ces conditions, le vice-rectorat de Mayotte a été contraint de trouver des solutions alternatives afin d'assurer un repas minimum pour chaque enfant. Cette crise rappelle ô combien le manque de cantines pose problème à Mayotte. Néanmoins, un projet de création de cuisine centrale se trouve actuellement dans un stade avancé, ce qui permettrait de pallier les difficultés dans ce domaine. Les explications dans ce sujet signées Pierre Bellucci et Leslie Vimonet. À Mayotte, 95 000 élèves doivent être nourris quotidiennement. La charge en revient aux communes et au vice-rectorat dans le second degré. Néanmoins, avec la grève à Panima, les livraisons ne sont plus assurées et une véritable crise a vu le jour. Le vice-rectorat a donc dû trouver des solutions afin que les cours continuent. Le directeur de cabinet de Madame le vice-recteur, Nathalie Costantini, nous explique les mesures actuellement en vigueur pour pallier les manques. 2 choses. Un effort très fort du vice-rectorat pour donner des fonds sur les fonds sociaux essentiellement, et les établissements ont fait un gros effort d'imagination pour s'adapter à la situation en fonction de leur contexte. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Certains, on passe massivement des commandes de sandwich auprès de Jumbo, auprès d'autres fournisseurs. D'autres fournisseurs. Certains font appel à d'autres prestataires. Que Panima, parce qu'il y a quand même d'autres prestataires. D'autres, enfin, sollicitent les parents pour qu'ils fournissent des collations à leurs enfants. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je faisais le tour encore hier des établissements, dans la plupart des cas,
la grande majorité, les emplois du temps sont normaux. Si des solutions à court terme ont été trouvées, la crise fait néanmoins craindre que l'essentiel ne soit bientôt plus assuré. De quoi relancer le débat du manque de cantines scolaires à Mayotte. À ce titre, le vice-rectorat est à l'origine d'un projet de construction de plusieurs cuisines centrales. Entre 3 et 8 pourraient ainsi voir le jour d'ici 2025, comme nous l'explique Denis Lacouture, le secrétaire général du vice-rectorat. C'est un équilibre que nous allons essayer de trouver entre la production en cuisine centrale et la réfection de cuisine dans d'autres établissements. En sachant que les 150 millions d'euros, c'est l'ensemble du projet. C'est-à-dire la création de 3 à 6 cuisines centrales et la rénovation de tout le parc immobilier des établissements scolaires un peu plus anciens, création de réfectoires et création de cuisines satellites pour pouvoir réchauffer ce qui sera servi par les cuisines centrales. Et la flotte de transport. Et la flotte de transport. Donc c'est vraiment, les 150 millions, c'est la globalité du projet. Et une cuisine centrale telle que nous la concevons, c'est environ 8 millions d'euros. Sur les 50 millions d'euros consacrés chaque année aux constructions scolaires, Nathalie Costantini a décidé de mobiliser 8 millions d'euros dès cette année pour une première cuisine centrale qui devrait se situer proche du futur lycée Mamoudzou Nord à Kaweni. Elle devrait voir le jour courant 2018 et si les entreprises de restauration collective pouvaient y voir là péril en la demeure, le projet prévoit au contraire de les intégrer pleinement au futur repas des élèves. Nous n'aurons pas les personnels pour faire tourner cette maison. Nous allons faire une concession de service public. D'accord. De manière à ce que les entreprises de restauration, dont c'est le métier, viennent produire dans nos locaux. Vous investissez et vous donnez les clés. Voilà. Donc vous voyez que c'est plutôt une bonne affaire pour la première entreprise qui décrochera le marché. Mais c'est aussi un appel d'air très fort sur les filières de l'agriculture locale, sur les filières de la pêche, sur les filières de la distribution. Ce serait donc un projet qui à la fois permettrait de donner à nos élèves, à l'ensemble de nos élèves, de véritables repas de qualité, mais qui aussi développerait de manière très importante l'économie du territoire. Le projet représente une excellente nouvelle et il reste maintenant à espérer que les pouvoirs politiques iront dans le sens du vice-rectorat, puisque des agréments et des fonds sont encore à trouver, afin que Mayotte jouisse enfin d'une restauration scolaire digne de ce nom. Et je vous le disais en ouverture de ce journal, Elanziz Amidou, secrétaire général de FO, est notre invité ce soir. Bonsoir Elanziz. Bonsoir. Vous représentez les employés de Panima. Ça fait plus d'une semaine et demie qu'ils sont en grève. Est-ce qu'on peut rappeler brièvement les revendications, Elanziz ? Écoutez, avant de commencer, je voudrais saluer le courage et la détermination des salariés en lutte chez Panima, donc, parce que ça en vaut la peine. Hein. Et moi, je suis là en tant que représentant de l'Union départementale Force ouvrière, donc je me dois de soutenir les camarades jusqu'au bout, hein, parce que c'est des luttes comme ça qu'on peut obtenir des progrès sociaux. Et donc aujourd'hui, la situation, elle est un peu ambiguë parce que ça a viré un dialogue de sourds. Donc chacun campe dans ses positions. Et ça, c'est pas bon pour le dialogue social, parce que le dialogue social, c'est de pouvoir avoir des propositions de part et d'autre. Et aujourd'hui, je constate que l'employeur ne veut pas du tout trouver un arrangement. Et Elanziz, quelles sont les revendications qui posent problème aujourd'hui ? Écoutez, c'est quand on touche au portefeuille que ça pose un problème. Donc aujourd'hui, ce qui pose un problème, c'est l'augmentation de salaire. Donc, Demander 250 euros, 250 euros, voilà, pour les salariés de Panima. Donc. Mardi, il y a eu une réunion avec la DIAC en tant que médiateur avec les syndicats et les dirigeants de la direction de Panima. Cette réunion a été suspendue et elle a été reportée à jeudi, donc hier. Que s'est-il passé lors de cette réunion ? Écoutez, c'était quand même une mascarade, hein, parce que les dirigeants de Panima, ils n'ont pas l'intention de trouver une issue quant à ce conflit. Donc, ils nous ont tourné en rond. Et voilà, et finalement, on a perdu du temps pour rien, parce que les propositions insignifiantes qui ont été faites sont de l'ordre du symbolique. Donc nous, on ne veut pas du symbolique, nous, on veut un signal fort de dialogue social. Donc, de quelle proposition symbolique vous parlez ? Écoutez, quand on se met d'accord
que 250 €, ce sera ça comme ça va être verrouillé comme étant le montant d'augmentation de salaire, et on va décider ensemble, négocier les modalités de paiement, et on est ouvert pour un échéancier, c'est à eux de nous proposer un échéancier. Eux, ils refusent cela, ils veulent pas proposer d'échéancier parce que pour eux, nous faire obtenir les 250 € revient à se ridiculiser ou à se faire humilier. Donc j'aimerais attirer l'attention de cette direction-là, leur dire que quand on a du personnel, il ne faut pas avoir un comportement revanchard, il ne faut pas avoir un comportement rancunier. Et c'est le cas. Donc moi, je n'ai jamais vu des employeurs se comporter de la sorte. Quand on veut imposer un dialogue social constructif, on se doit d'avoir un comportement quand même responsable. Et là, ce n'est pas le cas. Donc j'en appelle à la responsabilité de ces dirigeants-là qui viennent à une responsabilité sociale. Est-ce que le problème ne viendrait pas aussi du fait que les décisions ne sont pas prises localement, ils doivent en référer à la direction parisienne ? Pas du tout. Parce que j'ai eu à m'entretenir avec le directeur général de Cervère. Oui. J'ai pas vu de blocage. D'accord. Mais au niveau local, il y a un Donc blocage. Le blocage est clairement local selon vous ? C'est purement local parce que les dirigeants actuels, ils ont un comportement revanchard et rancunier. Et ça, c'est inadmissible. Donc, jeudi dernier, ils nous ont dit qu'ils n'accusaient pas, c'est un exemple à titre anecdotique, ils ont dit qu'ils n'accusaient pas les grévistes comme étant ceux qui ont vandalisé et brûlé les véhicules, et qu'il y avait une enquête en cours. Pas plus tard qu'une heure, on nous a signifié une comparution devant le tribunal de grande instance pour répondre de ces faits-là. Dire qu'ils nous accusent d'avoir brûlé, alors que dans la négociation, ils nous ont dit qu'ils ne nous accusaient pas. Donc, ils ont double langage, je suis désolé. Ce sont des dirigeants rancuniers et revanchards, et ce n'est pas comme ça qu'on va construire le dialogue social. Donc, nous, aujourd'hui, Force ouvrière, nous proposons le dialogue social. Donc, nous comprenons que l'entreprise ne peut pas tout d'un coup donner une augmentation de 250 €. Oui. C'est pourquoi on a proposé, c'est une proposition qui est ouverte, on a proposé à ce qu'il y ait des modalités de paiement échelonnées dans le temps. Oui. Mais eux, ils refusent uniquement parce que dans le cahier de revendication, si le montant il est de 250 €, si jamais eux, ils acceptent même avec des modalités de paiement sur plusieurs années, pour eux, ça revient quelque part à donner raison à des salariés qui, selon eux, ne méritent pas cette augmentation-là. Donc, nous dénonçons ce genre de comportement-là et nous lançons un appel pour que ces dirigeants-là fassent preuve de dialogue et fassent preuve aussi de responsabilité sociale avant qu'on arrive à des extrémités. Salim Naouda de la CGTMA parlait du directeur de Panima, le qualifier de colon. Vous êtes d'accord avec ces termes ? Écoutez, je l'ai tout le temps dit que dans notre département, on a du mal à chasser ce genre de comportement-là que je qualifierais de sentiment colonial. On n'est pas dans un pays, on n'est pas dans une colonie, mais je suis désolé, dans la tête des gens, c'est-à-dire dans la tête de ces dirigeants-là, il subsiste quand même un sentiment colonial auquel, moi je pense, il devrait chasser ce sentiment colonial-là. Et aujourd'hui, on en vient à constater que les blocages sont initiés par la partie employeur et non pas par la partie salariale. Et Lanzi, ça fait plus d'1 semaine et demie que les employés sont en grève. Est-ce que les employés, les syndicats se rendent compte que le mouvement de grève paralyse l'île, notamment en termes de livraison, le CHM, le centre de rétention administrative, mais aussi les écoles ? Écoutez, les écoles ne sont plus livrées au jour d'aujourd'hui, on le voit dans le reportage. Écoutez, je l'ai tout le temps dit, quand on est dirigeant d'une société et qu'on n'arrive pas à gérer les choses de manière à éviter ce genre de conflit-là, pour ma part, je pense que les dirigeants ont échoué de leur mission. Et si moi j'étais un directeur général, j'aurais viré les dirigeants locaux. Vous pensez à tous ces élèves qui ne peuvent plus aller à l'école parce qu'ils n'ont pas à manger ? Parce qu'il y a un problème, il y a un problème de gérance. Cette entreprise-là
les dirigeants actuels n'arrivent pas à bien le gérer. Aujourd'hui, ils sont responsables de ce conflit-là parce qu'ils n'ont pas su l'éviter. C'était à eux de faire en sorte à ce qu'on évite ce genre de conflit dur de conséquences. Donc aujourd'hui, ce n'est pas à nous d'en tirer les conséquences de cette grève-là, c'est à eux d'en tirer les conséquences de cette grève-là et de s'avouer quand même dans un échec, dans un échec de telle sorte que demain, on ne puisse pas répéter ces genres de conflits. En parlant de demain, Elanzis, que va-t-il se passer par la suite ? Ah ben, écoutez, il y a la commission de conciliation qui devrait se réunir dans les prochains jours. Oui. Et je pense que les personnes qui vont siéger dans cette commission-là auront la tâche d'étudier le cas, d'écouter tout le monde et de trouver une solution qui soit profitable aux deux parties. Et c'est en cela que nous, Force ouvrière, nous associons à cette démarche-là pour qu'enfin on puisse avoir une solution qui réponde aux intérêts de deux parties, mais pas aux intérêts d'une seule partie. Merci beaucoup Elanzis pour ces précisions. Nous suivrons bien évidemment cette affaire de très près comme d'habitude. Merci d'avoir accepté notre invitation. Sans transition maintenant, souvenez-vous, le 20 septembre dernier, les usagers de la route ont pu croiser des agents de l'ADL vêtus du traditionnel gilet jaune, mais également munis de casques et de micro-objectifs. Comprendre le déplacement de la population afin d'améliorer la circulation entre le rond-point John Bosco et l'intersection de Tsarano d'Embeni. Ce matin, l'ADL tenait une conférence de presse afin de faire le bilan de cette étude, car si des problèmes structurels sont à noter, le comportement des usagers est pour beaucoup dans les embouteillages qui ont cours quotidiennement au sein du chef-lieu. C'est un sujet signé à Soumani Darwesh, Pierre Bellucci et Leslie Vimenet. Quelles sont les habitudes des usagers de la route? Comment circulent-ils? Quels sont leurs itinéraires? Combien traversent le chef-lieu quotidiennement? Autant de questions qui ont fait l'objet d'une enquête au mois de septembre dernier. Et après 2 mois de travail, les résultats de l'étude viennent de tomber. Et le directeur adjoint de l'ADL nous en dit plus sur les chiffres qui en ressortent. L'ensemble de ces encombrements correspond donc pour 30% donc à des problèmes de comportement des usagers. Donc dans les comportements des usagers qui interfèrent donc sur ces bouchons, on peut noter notamment tous les arrêts intempestifs donc en bord de voie, et puis les stationnements donc qui se font de manière complètement aléatoire. Ce qu'on compte également, donc, c'est que pour 50% de ces encombrements, enfin des bouchons, c'est le volume, le nombre de véhicules, donc le nombre important de véhicules. Et puis sur les 20% qui restent, c'est sur l'amélioration en fait, de l'infrastructure. En effet, en ce qui concerne les infrastructures, il apparaît évident qu'un très gros travail reste à mener pour fluidifier le trafic. Mohamed Mouenge, le vice-président de la communauté de communes Mamoudzou d'Embeni, préconise ainsi la création de nouvelles bretelles permettant de relier directement les différents villages du chef-lieu. On constate que la plupart des entrants, les routes qui viennent de Vaïbé, qui viennent de Noujani, qui viennent de Mtsapéré, intègrent tous, se connectent toutes sur une seule route nationale. Ce qui fait qu'on vient de haut pour descendre vers le littoral et emprunter la route nationale. Donc ça pose un problème. En réalité, la solution serait effectivement qu'il y ait des bretelles, c'est-à-dire des liaisons, par exemple entre Cavani et Kawini, des liaisons entre Mtsapéré et Passamainti et Tsunzu. Ce sont ces liaisons-là, finalement, qui sont pour nous une priorité et non pas un contournement large pour quelques pourcentages de transit. Donc je pense qu'il faut aussi que nous encouragions cette idée d'équilibrer le territoire, et par le sud, et par le centre-ouest, et par le nord. Et comme cela, on relie ces pôles d'équilibre par des infrastructures beaucoup plus rapides, mais aussi par la modernité qui est l'Internet et le haut débit. Tous ces projets demandent beaucoup de temps entre études, appels à projets et travaux. Néanmoins, l'enquête révélée ce jour montre que le trafic pourrait être fluidifié de 30% si les usagers de la route adoptaient un comportement plus respectueux vis-à-vis des règles de bon sens. Le problème, c'est que quand vous êtes sur un projet structurel, c'est que vous faites des études et ça prend du temps. Et tous les projets de transport qui ont été portés ici ou ailleurs, mais c'est 2 mandats, il faut 2 mandats. Donc effectivement, pour changer une ampoule, ça peut aller vite.
pour les curés des caniveaux, ça peut aller vite, mais pour mettre en place une véritable politique qui va transformer l'urbain, ça prendra du temps. Donc il y a des choses qui se font, de sécurisation des piétons, de réduction de ronds-points. Il y a même eu des projets qui vont venir sur quelques feux qui vont apparaître ici ou là. On travaille sur des déplacements, notamment l'itinéraire vert, pour encourager les gens à marcher à pied, parce qu'il faut absolument que nous changions de comportement, mais au-delà de nos comportements, il faut que nous intégrions l'idée qu'il n'y a pas que le véhicule pour se déplacer. Nous déployons dans le cadre de projets de transport urbain, pour nous, Mamoudzou Kadema, mais aussi dans le cadre de projets de transport interurbain portés par le département, pour apporter des solutions nouvelles pour pouvoir se déplacer, quitte à encourager les modes de déplacement maritimes. Encourager de nouveaux modes de déplacement apparaît en effet indispensable, même si l'enquête montre bien que chacun possède son rôle à jouer dans le défi que représente la circulation à Mamoudzou. Et je vous l'annonçais en ouverture de ce journal, la présence des Mamounis, représentants de Loukoumai, ne pourra malheureusement pas être avec nous. Sans transition maintenant, je vous propose maintenant de découvrir le reste de l'actualité qui a marqué ce vendredi 2 décembre. Tout de suite, c'est l'actualité en bref. À partir du 16 décembre 2016, la compagnie maritime CMA CGM va redistribuer ses cartes dans le canal du Mozambique. La société indique ainsi, je cite, « Nous sommes heureux de vous informer que le nouveau service de la boucle d'alimentation de l'océan Indien sera exclusivement dédié aux Comores et à Nacala au Mozambique via le hub de Longoni à Mayotte. Le port du département va ainsi devenir une plaque tournante des routes commerciales de la région. » La compagnie ajoutant qu'en plus de la boucle d'alimentation de l'océan Indien, CMA CGM va introduire les différents ensembles de priorités prises pour accroître la fiabilité du service au nord de Madagascar avec son service d'alimentation de l'océan Indien. La couverture du nouveau port de l'océan Indien sera la suivante: Longoni, Majinga, Nosibé, Diego Suarez, Vohemar, Pointe des Galets, Port-Louis, Longoni. La CMA CGM entend donc conférer à Mayotte un rôle de hub régional impliquant une hausse du trafic à venir. La nouvelle est excellente et pourrait permettre un apaisement au port de Longoni. À Mayotte, les faits divers sont parfois difficiles à croire. Il y a peu, nous évoquions le meurtre d'un homme tué suite au partage d'un œuf dur. Et hier, c'est pour une mangue qu'un enfant de 9 ans a trouvé la mort. Il était aux alentours de 12h30 derrière l'école de Doujani lorsqu'un groupe d'enfants tentait de récupérer des mangues à coups de pierre et de bâton. Malheureusement, une bagarre a éclaté entre deux cueilleurs âgés de 9 ans et l'un d'entre eux, très en colère, s'est saisi de son bout de bois et a frappé son adversaire derrière la tête. Victime d'un coup mal placé, le petit s'est effondré, ne donnant plus signe de vie. Malgré l'intervention rapide des secours et les tentatives pour réanimer l'enfant, celui-ci succombera à ses blessures. Selon le procureur de la République, l'enfant n'imaginait pas qu'avec son morceau de bois, il tuerait son copain. Quoi qu'il en soit, ce terrible drame nous rappelle ô combien dans le contexte de l'île au lagon, une simple mangue peut prendre une vie. Chaque année, les étudiants mahorais sont confrontés à un véritable calvaire pour obtenir leur bourse. Retard de paiement de plusieurs mois, plateforme de dépôt des dossiers non fonctionnels, incapacité des agents de la direction des politiques scolaires et universitaires à répondre aux questions, perte des dossiers. Les étudiants mahorais doivent faire preuve de courage et d'abnégation pour suivre leurs études dans ces conditions. Malgré leurs cris d'alerte et des lettres envoyées au président du conseil départemental, les associations étudiantes n'obtiennent aucune réponse concrète. Ils viennent ainsi de lancer une pétition en préparation d'une opération grandeur nature. Ils dénoncent fermement les dysfonctionnements chroniques portant gravement atteinte à leur réussite. Ils écrivent ainsi, je cite, qu'il est grand temps que le président du conseil départemental se réveille et apporte des solutions concrètes à nos problématiques. Et je vous le disais en titre, samedi aura lieu l'investiture officielle de l'Assemblée départementale des jeunes de Mayotte. Pour nous éclairer sur le sujet, nous accueillons ce soir Joseph Nzaou, président de la Ligue d'enseignement. Bonsoir Joseph. Bonsoir madame. Ma première question, expliquez-nous ce partenariat entre la Ligue de l'enseignement et le conseil départemental. Alors, comme vous le savez très bien que la grande moitié de la population de Mayotte a moins de 20 ans. Oui. Donc nous avons répondu à un appel à projet de la direction de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale
pour pouvoir mettre en place donc un conseil départemental des jeunes. Donc voilà comment nous en sommes. Ce conseil, donc tout a été financé par le conseil départemental et la caisse de sécurité sociale de Mayotte nous finance par contre pour la dynamique jeune qui était un grand volet au niveau de la Ligue de l'enseignement. 18 jeunes ont été élus pour constituer cette instance de débat, d'apprentissage, mais quel sera leur rôle exactement? Alors, déjà, ça doit être une assemblée consultative, okay, sur plusieurs sujets. Donc, les sujets qui vont être souvent, alors, une fois qu'ils seront installés, il va y avoir 3 commissions. Une commission sur l'environnement, donc bien entendu qui va inclure le développement durable, l'énergie, le transport, la culture, la solidarité. Une autre commission sur tout ce qui concerne la santé, l'handicap, le dialogue intergénération. Oui. Voilà, et donc tous ces jeunes-là, les élections ont eu lieu le 11 octobre, oui. Et donc ils auront un espace de débat, de réflexion. Voilà, un espace, une instance qui doit donner sur la tolérance. Et cette instance, in fine, sera un endroit où la colère devra toujours laisser la place à la réflexion. Oui. Un endroit où la rancune devrait s'effacer au profit de la raison. Et donc, naturellement, la passion devrait se muer en sagesse. Alors, pour qu'on comprenne bien, samedi aura donc lieu l'investiture. Mais à quel moment ces jeunes pourront être consultés? Naturellement, ils vont travailler comme le font les adultes. Ils auront des commissions. Et une fois que les commissions se sont réunies, après ils auront une plénière où ils auront donc à mettre à la place de Mayotte toutes leurs conclusions sur les sujets auxquels ils auront débattu. D'où viennent ces 18 jeunes qui ont été élus? C'est la diversité de Mayotte. Ils viennent des 13 cantons. D'accord. Voilà, sur les 13 cantons, il y a eu quelques cantons où, normalement, s'ils venaient des 13 cantons, on devrait avoir 26. Donc, comme vous le constatez, il n'y a eu que 18. Voilà, parce qu'il y a eu des cantons qui ne se sont pas mobilisés pour mettre à l'honneur leurs jeunes. Et pourtant, nous avons tout fait pour pouvoir renseigner, informer les jeunes de Mayotte. Il y a eu la page Facebook qui a été créée, il y a eu la campagne d'affichage. Nous sommes passés 3 fois chez Dominique, oui. Dont 2 jeunes sur les 52 candidats qui sont passés, qui ont donné leur point de vue sur ce qu'ils attendent de cette instance. Joseph Zaou, c'est important que les jeunes aient un poids dans les décisions, même si on sait que ce n'est qu'à titre consultatif. C'est important de les solliciter. Mais tout à fait, parce que ces jeunes-là vivent leurs problèmes. En vivant leurs problèmes, ils sont à mesure d'apporter aux adultes, aux aînés, leurs soucis quotidiens. Et à partir de là, ceux qui ont le droit à la décision vont pouvoir décider pour mettre en place ce dont les jeunes ont besoin. N'oublions pas qu'au jour d'aujourd'hui, l'avenir du monde, c'est la jeunesse. Bien évidemment. Alors pour qu'on comprenne bien, un exemple. Par exemple, dans le reportage qui a précédé votre intervention, on parle des problèmes de bourse, ces problèmes réguliers. Chaque année, les jeunes Mahorais qui partent faire leurs études à l'extérieur, à La Réunion ou en métropole, font face à ces problèmes de bourse. Est-ce que nos 18 jeunes, nos 18 élus pourront émettre des avis concernant ce sujet, par exemple? Alors là, vous abordez un problème politique. Je pense que ces jeunes qui seront peut-être informés sur tout ce qui se passe, justement comme on vient de le dire tout à l'heure. Politique, mais qui touche au social. Mais naturellement, eux, ils pourront par exemple informer les aînés pour leur dire qu'est-ce qu'on peut trouver comme solution, ou encore avec le dialogue qu'ils auront avec les étudiants, ils peuvent par exemple préconiser ou soumettre aux aînés pour dire voilà, nous avons esquissé une solution, comment pouvez-vous faire? Voilà. Mais je pense que le reste pour pouvoir résoudre ce problème, il appartient donc au conseil départemental des adultes de pouvoir le faire. Mais... Samedi, donc, aura lieu l'investiture. Comment ça va se passer? Comment ça va se passer? Alors, donc, sur les 18 jeunes, nous avons 3 candidats. Oui. 2 garçons et une fille. Alors la parité a été respectée. La parité a été respectée. Voilà. Si, la parité a été. Nous avons fait comme les aînés. Très bien. Voilà, comme les adultes. Donc il y a 3 candidats pour la présidence. Nous allons élire le président ou la présidente et à partir de là, les commissions vont être constituées. Et une fois que c'est fait, nous, au niveau de la Ligue,
nous avons la confiance donc du conseil départemental. Nous allons toujours accompagner ces jeunes pendant 2 ans, puisque leur mandat dure 2 ans. Oui. Nous allons les accompagner pendant 2 ans. Les problèmes qu'ils vont débattre viendront d'eux. Nous serons là juste pour les accompagner. D'accord. Voilà, pour savoir comment on fait un rapport, C'est en fait dans le cadre administratif ou structurel que nous allons les accompagner. Mais le reste, le fond des sujets sera pour eux. Merci beaucoup Joseph Nzao pour ces précisions. Le rendez-vous est donc pris, c'est samedi de 9h à 11h au conseil départemental dans l'hémicycle Younoussa Bana. Merci beaucoup d'être venu avec nous. Sans transition maintenant à environnement à présent. La mairie de Mamoudzou a poursuivi ce matin sa 4e grande opération de nettoyage de la ville, baptisée Uraafu Naunono, comprenait propreté et santé pour les quartiers de Mamoudzou, Centre Kaweni et Cavani. Objectif: améliorer le cadre de vie des citoyens, mais aussi préserver l'environnement en réduisant les déchets et la pollution de la commune. Le maire a donc convié ce matin l'ensemble des agents de la commune de Mamoudzou à prendre part à cette opération. Et les établissements scolaires et les centres de formation y étaient également invités. C'est un reportage que signe Adèle Laurent. Uraafu Naunono, propreté et santé, c'est le slogan choisi par la mairie de Mamoudzou pour cette 4e grande opération de nettoyage de la ville. Aujourd'hui, si vous êtes passé par Mamoudzou, vous avez sûrement remarqué des personnes avec sac poubelle à la main et t-shirt à slogan sur le dos. En effet, nombreux sont ceux qui se seront mobilisés pour cette journée citoyenne. 3400 élèves, dont ceux de la classe de développement durable du collège de Kaweni 1, avaient répondu présent. L'environnement, c'est notre avenir. On doit le protéger, on doit le respecter. Par exemple, recycler. Au lieu de mélanger tous les déchets, on peut les recycler. Les jeunes, les adultes, tout le monde doit se mobiliser. Près de 600 agents communaux étaient également présents ce matin dans différents secteurs de Kaweni, Cavani et Mamoudzou Centre. Le but était de participer à la propreté urbaine en ramassant les déchets et en les triant au maximum, mais pas que. On a aussi la lutte contre tout ce qui est maladies antivectorielles, etc. Ça gagne aussi au niveau de la commune parce qu'il faudra savoir que la commune est responsable de tous les secteurs, tous les sites. Il est garant de la propriété et il faudra savoir qu'il y a des millions qui sont déboursés pour attraper tout ce qui est causé à l'environnement. On doit nous déjà montrer l'exemple que nous, en tant qu'agents de la mairie, si on est sensibilisé, eh ben, la population sera sensibilisée, etc. Et le message passera. Et d'ailleurs, ces journées, ça permet de lancer le message que tout le monde est citoyen, tout le monde peut prendre part et tout le monde peut participer à l'amélioration de notre cadre de vie. En effet, la propreté et la santé sont l'affaire de tous. Et à ce titre, une journée communautaire est organisée demain. Maliki Raïz nous en dit plus. Il y aura les associations des différents quartiers, il y aura également les entreprises, mais aussi la population qui souhaiteront participer, qui vont pouvoir ce jour-là justement sortir tous les déchets qui sont chez eux, les encombrants, etc. Il faudra en profiter ce jour-là pour les sortir. On aurait même souhaité que d'autres personnes qui n'habitent pas forcément Mamoudzou puissent venir nous aider parce que, comme vous le savez, Mamoudzou est la capitale de Mayotte et tout se passe ici. J'appelle toute la population à se mobiliser demain pour nettoyer la zone Cavani, Kaweni et le Grand Mamoudzou. Ces journées citoyennes sont l'occasion de rassembler, même si le tri et le ramassage sont des gestes à effectuer tout au long de l'année. Et chacun peut se mobiliser pour améliorer notre cadre de vie commun. À ce titre, certaines élèves du collège de Kaweni 1 ont souhaité faire passer un message. Nous terminerons sur ces quelques mots. Je vais passer un message en disant que le maire de Kaweni doit tout raser tout ça parce que le monde est très pollué. Donc on voudrait passer un message en disant que les gens qui sont dehors doivent venir ici pour nous aider à ramasser tous les déchets. Et alors ils devront arrêter de polluer le monde. Et voilà pour l'essentiel de l'actualité, c'est la fin de ce journal. J'ai été ravie de vous informer tous les soirs. Amina Ariti vous donne rendez-vous à 19h dès lundi prochain. Quant à moi, je vous retrouve dès lundi également, mais à 6h avec l'équipe de la matinale. Je vous souhaite une excellente soirée, un excellent week-end. Sortez couverts, Kwaheri.